plusieurs avocats ici, etc. Ils étaient vraiment très contents, ils m'ont dit OK. C'était deux femmes d'origine arabe. Une d'origine algérienne et une d'origine marocaine. Adja Labib et Hakima Dermouche. Monsieur Madran, vous êtes fils de parents analphabètes et immigrés marocains. Vous êtes devenu à la force du poignet ministre en Belgique. Madran et Rachid, deux désignations, renvoient-elles à une promesse d'avenir pour les enfants d'émigrés et un symbole d'une Belgique enfin égalitaire en matière de droits? C'est une vaste question. En tout cas, moi, ce pays m'a tout donné. Et en m'engageant en politique, j'ai voulu lui redonner ce qu'il m'a donné. C'est un pays qui m'a d'abord qui a accueilli mes parents il y a près d'un demi-siècle. Il a permis à mes parents d'élever leurs enfants, de les scolariser, de les soigner. C'est un pays qui a aussi utilisé la force du poignet de nos parents. Donc c'est une génération d'immigrés qu'on a fait venir dans le cadre d'accords de coopération et qui ont contribué à ce qu'est devenu ce pays. Donc ils ont contribué à faire de la Belgique ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Ces gens ont eu des enfants. Quand ils sont venus, sans doute n'avaient-ils pas le projet de rester. Ils sont restés. Leurs enfants ont grandi. Certains ont fait des études, la plupart ont fait des études. Certains ont eu des enfants qui eux-mêmes ont des enfants. Et aujourd'hui, on est à la 3e, 4e génération. Donc, nous sommes, oui, bien involontairement devenus des espèces de référents positifs, de modèles auxquels peuvent s'identifier une jeunesse qui parfois ne voit pas comment construire un projet. Mais en tout cas, il y a une certitude, c'est que ce n'a pas été facile, que ça ne s'est pas passé comme ça pour tout le monde. Mais vous savez, dans des trajectoires, c'est aussi des trajectoires individuelles. Il y a eu des rencontres, souvent des enseignants. Moi, je dois beaucoup à l'école, je dois beaucoup à mes professeurs qui ont cru en moi, qui m'ont soutenu quand c'était difficile. Et aussi le fait d'avoir peut-être eu des parents qui avaient un projet pour leurs enfants. C'est-à-dire que le rêve de mes parents, et surtout de mon père, c'était que ces enfants fassent des études. Parce que pour eux, les études, c'était le passeport pour la liberté. Même si aujourd'hui, on sait que c'est de plus en plus difficile. Le passeport ne garantit pas de pouvoir très vite trouver un emploi. Les choses sont devenues difficiles. Il y a eu une crise de l'industrie en Europe et donc ça a été difficile. Mais en tout cas, la certitude, c'est qu'il est possible, quand on est fils d'ouvriers, analphabètes, arabes et musulmans, de pouvoir se construire un projet de vie dans un pays comme la Belgique. Et donc, je suis immensément reconnaissant à la Belgique pour ce qu'elle m'a permis d'être et de devenir. Le gouvernement Michel, et plus spécifiquement la MVA, mène une politique en fait, très stricte en matière d'asile et d'immigration. Quelle réaction adoptent-ils en fait, quand vous leur parlez en fait, de l'aspect ou du volet positif de l'immigration? Je pense que de l'immigration, ils ne retiennent que les dimensions et les problèmes et les difficultés. Ils ont une vision qui est assez similaire à celle de l'Australie. Ils souhaitent exclusivement une immigration choisie et ils ont une vision pessimiste de l'immigration. Or, aujourd'hui, vous devez savoir qu'en Belgique, c'est la première fois qu'on a au pouvoir un parti majoritaire qui est un parti populiste, nationaliste et de droite extrême. Je ne dis pas extrême droite, je dis de droite extrême. Et donc ils ont une vision du monde qui est une vision ultra-libérale, néolibérale, où l'humain n'est qu'une variable presque d'ajustement. Et donc, on est en opposition. Les projets que la NVA défend et les projets que le Parti socialiste défend sont à 1000 lieues l'un de l'autre. Ils ont été jusqu'à réfléchir à la manière de contourner l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est-à-dire, on est toujours aux limites et à la frontière du basculement vers autre chose que la démocratie. Donc, ce sont des partis aujourd'hui qui sont décomplexés. On le voit d'ailleurs dans toute l'Europe, on le voit en Hongrie, on le voit en Italie et dans d'autres pays européens. Le populisme aujourd'hui gagne du terrain parce qu'on a fait de la question de l'immigration et des réfugiés un enjeu de société, mais un enjeu anxiogène. Et donc ce sont des partis qui tiennent des discours
anxiogènes, des discours de peur, qui justifient justement des mesures sécuritaires et autoritaires. Et donc leur seule réponse aujourd'hui à la crise des réfugiés, c'est de les renvoyer dans leur pays, les empêcher d'arriver, en ne tenant pas compte et en faisant fi de toutes les grandes avancées en termes de droits de l'homme, etc. Donc je suis inquiet par l'évolution des choses en Belgique et je suis inquiet par l'évolution de ces partis dans toute l'Europe. On voit bien qu'aujourd'hui, l'immigration, les réfugiés, c'est devenu un chiffon rouge qu'on agite frénétiquement à l'approche de chaque élection électorale. Mais c'est de l'électoralisme qui est derrière et c'est la conviction qu'il faut se replier sur soi-même, sur sa communauté, sur ses propres identités. Donc on est dans une Europe qui a peur, dans une Europe qui doute, alors qu'elle a en son sein une génération qu'elle a formée, qu'elle a fait venir, et donc des gens qui ont eu des enfants, et qui finalement représentent l'avenir de ces pays européens. Parce que nous sommes devant une Europe vieillissante, il faudra bien qu'il y ait une jeunesse qui travaille pour payer les pensions dans le futur. Et donc plutôt que de faire une politique inclusive, émancipatrice, ils sont dans une politique d'exclusion et une politique répressive. Et donc, au fond, je n'ai rien à dire à ces gens. Je n'ai rien à dire. Nous sommes à milieu les uns des autres. Moi, j'ai une vision de socialiste, internationaliste, universaliste, et eux, ils ont une vision nationaliste et une vision confédéraliste en Belgique. Et donc, ils veulent la scission et la fin du pays. Et donc, moi, des gens qui veulent la fin du pays et qui contestent l'Europe et qui sont des partis qui finalement ne veulent pas de personnes étrangères qui puissent venir contribuer à la richesse nationale, moi, j'ai rien à faire avec des partis comme ça. Est-ce que c'est possible de déradicaliser en fait un individu? Autrement dit, est-ce qu'il y a vraiment un mode d'emploi pour déradicaliser un jeune? Alors, c'est la presse qui m'a qualifié de ministre de la déradicalisation. D'abord, je ne sais pas ce que ça veut dire déradicaliser. C'est un terme que je conteste. Je n'utilise jamais ni le mot déradicaliser, ni le mot radicaliser. Parce qu'on peut être radicalisé dans une conviction politique, dans une conviction philosophique, dans une conviction religieuse. Nous, on préfère parler de désengagement de la violence. Parce que, pour se mettre d'accord, le radicalisme tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est quoi? C'est quelqu'un qui défend des convictions politiques, religieuses, et qui recourt à la violence pour défendre et pour soutenir cette conviction politique ou religieuse. C'est le cas, par exemple, on a eu par le passé, en Belgique, ce qu'on appelait les cellules communistes combattantes, on a eu en Angleterre l'IRA, on a eu en Italie les Brigades Rouges, on a eu la Rodefraxie armée en Allemagne, on a eu Action Directe en France. Bref, il y a eu des tas de mouvements radicaux à connotation politique qui ont eu recours à la violence pour défendre leur position. Donc nous, ce sur quoi on travaille, c'est sur le désengagement de la violence. On n'empêche pas quelqu'un d'avoir une croyance, fût-elle même rigoriste. Ce qu'on essaye d'éviter, ce sur quoi on travaille, c'est d'empêcher le recours à la violence. C'est le recours à la violence qui nous pose un problème. Alors, le modèle qu'on a construit, nous, ici, en Belgique et dans la partie francophone de la Belgique, c'est un modèle qui est, au fond, un modèle qui s'inspire à la fois de ce qu'on voit au Danemark, à Aarhus, et de ce qu'on pourrait voir au Canada, et notamment à Montréal, avec le Centre de lutte contre toutes les formes de radicalisme. C'est ce que nous avons fait ici en Belgique francophone, c'est de construire des modèles qui travaillent plus sur la prévention, sur le désengagement de la violence et sur la désistance. Ça veut dire comment est-ce qu'on sort quelqu'un de son cursus de violence ou de sa trajectoire de délinquance. Ça, c'est les axes sur lesquels on travaille. La NVA au gouvernement fédéral, par exemple, ne travaille que sur la dimension sécuritaire. On met des militaires en rue, on met de plus en plus de police, etc. Mais on ne va pas travailler sur le mal à la racine. Or, aujourd'hui, l'ensemble des pays européens, même dans le monde entier, les pays tâtonnent, essayent de trouver des solutions à ce mal. Et malheureusement, il faut dire la vérité à la population, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de baguette magique contre
l'extrémisme violent. Il n'y a personne, aucun État n'a trouvé aujourd'hui de solution. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'exemple type, il n'y a pas un profil type de personnes qui recourent à la violence. On a des gens qui sont des jeunes qui ont eu des parcours de délinquance et puis à un moment donné, ils essayent d'avoir une forme de rédemption à travers la religion. Ils instrumentalisent la religion pour justifier leurs méfaits. On a des gens qui n'ont jamais eu de problème avec la justice et qui basculent pour des raisons personnelles. On a parfois des cas qui sont des cas qui relèvent plus de la psychiatrie. On a parfois des gens qui ont été dans un rêve humanitaire en se disant « je vais aller dans le Chem défendre et voir un nouveau monde, je vais aller avec femme et enfants, construire un nouveau projet de vie ». Donc il y a différents types de profils, il n'y a pas un seul type de radicalisé, et donc il ne peut pas y avoir une seule réponse. Il faut des réponses systématiques et individuelles pour chaque cas que l'on rencontre. Et ça prend du temps, et on doit travailler sur la confiance, et puis il faut aussi travailler dès l'enfance avec cette jeunesse, et puis aussi se poser aussi la question de comment se fait-il que des jeunes nés ici, ils ont grandi ici, comment se fait-il que ces enfants, après 3-4 générations, se sentent encore entièrement à part? Pourquoi ils ne se sentent pas citoyens à part entière des pays dans lesquels ils sont? Alors, sans faire de la victimisation et sans tenter de chercher des excuses, on constate aussi que l'intégration, l'inclusion, l'émancipation est beaucoup plus difficile pour les gens de confession musulmane et pour les gens qui viennent de pays arabes. Il y a un vrai problème aujourd'hui de discrimination, notamment à l'embauche, dans nos pays européens et dans des pays comme la Belgique en particulier. Le radicalisme touche aussi en fait dans les clubs, aussi les clubs sportifs. Donc en Belgique, vous avez déploré, je cite, le sport, bien qu'outil d'intégration sociale, peut devenir le véhicule d'idées extrémistes, quelles qu'elles soient. Quelles sont les mesures ciblées en fait mises en place depuis votre entrée en fonction pour détecter et prévenir le radicalisme? Alors beaucoup de mesures ont été prises, mais en fait le premier signal est venu c'était des entraîneurs et notamment une personne qui avait parlé d'entraînement dans des salles qui n'étaient pas des salles homologuées. Donc je ne l'ai pas déclaré comme ça, c'est un jour on nous fait part de risques qu'il y a. Donc, c'est vrai qu'on retrouve cette forme cette radicalisation, on la retrouve dans tous les corps et dans tous les champs de la société. On a des questions dans les établissements scolaires, évidemment dans le sport, on a dans l'associatif, partout, on peut à un moment donné être confronté à ce type de situation. Alors dans le sport en particulier, mais dans les écoles aussi, on a développé ici ce qu'on a appelé un réseau anti-radicalisme, un plan de lutte contre la radicalisation, où on a désigné des référents dans chaque département, pour le département sport, pour le département école, etc. Dans chaque club, on a des référents et on a mis en place une structure, un numéro vert et des centres de prise en charge et d'accompagnement social qui peuvent venir en aide et répondre aux demandes, pas seulement des clubs, parfois des parents, parfois des enseignants, parfois des professionnels. Toute personne qui, à un moment dans sa vie, est confrontée à ce type de problématique peut appeler un numéro, c'est un numéro vert, 0800 111 72. C'est un numéro où on répond et on écoute de manière anonyme. Si nécessaire, on peut intervenir directement et en fonction de la demande, une fois qu'on a identifié la demande, on peut apporter des réponses, que ce soit par exemple un entraîneur qui découvre ou qui voit qu'il y a un changement dans l'attitude d'un jeune, par exemple. Ça peut être dans une école, un enseignant qui dit « tiens, on a un jeune aujourd'hui qui développe des attitudes ou des expressions qui sont un petit peu étonnantes, ce n'était pas son habitude, il a changé, il y a des choses qu'il fait, qu'il ne faisait plus, ou inversement ». Là, on a évidemment des sociologues, des psychologues, des psychiatres, des experts qui peuvent intervenir en fonction de la demande. Ils peuvent intervenir dans les écoles, dans les centres sportifs. Bref, on a mis en place un dispositif transversal qui permet de détecter éventuellement les premiers problèmes et tenter d'y apporter une réponse en travaillant évidemment au sein de la structure scolaire ou sportive, mais évidemment dans les structures familiales avec les parents, quand les parents sont d'accord de travailler. Parce qu'on a constaté que dans l'ensemble des pays qui mettent en place des programmes, c'est
c'est les pays qui utilisent les ressources familiales et toutes les ressources qui existent autour du jeune où ça fonctionne. Et donc c'est ça qu'on doit mettre en place, c'est des structures qui viennent accompagner ceux qui sont autour de l'enfant ou du jeune pour essayer de l'amener à construire un contre-projet. Et là, ça fonctionne. La seule certitude, c'est que le contre-discours simple ne fonctionne pas. Vous avez rédigé en fait et fait adopter il y a 10 ans, lorsque vous étiez député, un texte de loi qui est dans la législation anti-discrimination, grâce à l'ordonnance Madran. La discrimination positive est-elle une solution dans la lutte contre le racisme, à votre avis? En tout cas, il y a 10 ans, quand j'ai fait rédiger ce texte de loi, on avait constaté que le taux de chômage chez les jeunes issus de l'immigration était vraiment beaucoup plus élevé, 3 fois plus élevé que le taux de chômage chez les Belges de souche. Il y avait des études qui avaient corroboré ça, il y avait eu des études du Bureau international du travail, il y avait eu des études de l'OCDE, et on constatait évidemment ce qu'on appelle le plafond de verre, c'est-à-dire à un moment donné, on n'arrive plus à monter, et surtout, on avait constaté, grâce aux études qu'on avait pu faire, ce qu'on appelle une ethnostratification du marché du travail. C'est-à-dire qu'on retrouve des nationalités et des catégories et des origines dans certains métiers. Par exemple, en Belgique, on trouvait beaucoup de femmes issues de l'immigration marocaine et turque, principalement dans ce qu'on appelle pudiquement le service aux entreprises, c'est-à-dire le nettoyage de bureaux. On trouvait beaucoup d'hommes issus de la communauté marocaine dans le transport, c'était notamment des chauffeurs de bus et des taximens, et on en trouvait très peu dans la fonction publique. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une ordonnance qui permet de favoriser l'engagement des personnes qui viennent des quartiers où le taux de chômage est le plus élevé. Parce que je voulais éviter les quotas ethniques. Et donc on s'est plutôt basé sur des quotas géographiques qui permettent à tous les demandeurs d'emploi qui vivent dans un endroit donné. Et dans cet endroit donné, si le taux de chômage est supérieur ou égal à la moyenne régionale, ces demandeurs d'emploi sont prioritairement éligibles dans les emplois publics. Ça a donné des résultats et on voit aujourd'hui avec l'ensemble des dispositifs qui ont été mis en place que le chômage des jeunes de moins de 25 ans a baissé. Il baisse à Bruxelles depuis près de 60 mois de manière ininterrompue. Mais il y a une réalité dans nos pays européens, c'est que on constate aujourd'hui que lorsqu'on est d'origine arabe, lorsqu'on est musulman, lorsqu'on est africain, lorsqu'on est subsaharien, lorsqu'on est étranger de manière générale, on a plus de mal à pouvoir intégrer le milieu économique dans des emplois qui sont dans des emplois habituellement pris ou confiés à des personnes qui sont des natifs. Et donc c'est ce qui fait qu'on voit que souvent, et c'était ça le problème, c'est que on retrouvait des enfants de l'immigration dans les métiers pour lesquels on a fait venir les parents. Et donc, pour faire une petite phrase simple, c'était pour dire, au fond, on a un problème de mobilité sociale, l'ascenseur social est en panne et il n'y a pas d'escalier de secours. Et donc, il faut absolument travailler sur comment est-ce qu'on fait pour que des gamins, aujourd'hui, soient discriminés positivement pour qu'ils aient les mêmes chances que les autres de rentrer dans les bonnes écoles, d'occuper les bons emplois, de pouvoir à un moment donné monter dans l'échelle sociale. Parce que traditionnellement, on le constate depuis plus d'un siècle, chaque immigration pousse l'autre vers le haut. Et donc il y a un phénomène de mobilité sociale, chaque nouvelle immigration remplace la dernière immigration et la pousse vers le haut. Mais pour les enfants de l'immigration, marocaine notamment, turque aussi, et africaine, on voit que les choses sont beaucoup plus difficiles. Donc il y a des outils publics qui doivent être mis en place et c'est la raison pour laquelle j'avais fait voter ce texte. C'était qu'un début, on réservait 10% des emplois à ces demandeurs d'emploi dans les quartiers et je sais que pour le moment ils veulent augmenter ce taux, ils retravaillent, mais c'est en tout cas une des premières lois qui a été adoptée à Bruxelles et en Belgique pour favoriser et pour lutter contre la discrimination à l'embauche. Monsieur Rachid Madran, merci beaucoup merci pour tout ça, pour ces éclaircissements. Merci beaucoup.